Bonsoir à toutes et à tous. Grâce à Midreshet Yehuda Manito, on écoute Georges Spira. On continue à parler des Maran. Tu veux aborder le sujet de la diaspora des Maran, mais j'imagine que tu as peut-être un carnet de famille et résumer un peu les rencontres précédentes. Eh À ben, toi, Georges. tu sais tout. Merci, bonsoir tout le monde. Excusez-moi, j'ai un ordinateur antisémite, mais il a été acheté à Satori. Ah, il ne faut pas être étonné. Voilà. Alors, ben non, je n'ai pas. Tu me mets en grand, Johan, s'il te plaît. Je n'ai pas de carnet de famille ce soir. Je regrette. Alors, on va attaquer tout de suite le résumé, parce qu'on a plein de choses intéressantes à voir ce soir. La dernière fois, nous avions terminé les particularismes de la religion des Maranes. Une religion donc appauvrie forcément à cause du contexte dans lequel ils la pratiquaient. Nous avions parlé du système pour fixer les jours de fête d'après le calendrier grégorien, le déroulement de Kippour, Pessah, les autres fêtes qui étaient fêtées, Rosh Hashanah, Hanouka, et surtout Ta'anit Esther, qui avait énormément de signification pour les Juifs maranes. On a parlé de certains maranes qui pratiquaient un jeûne le lundi et le jeudi, les règles du deuil, les règles du mariage, les règles de la tzedaka, la transmission du nom de famille, ouais, que c'était très vaste comme sujet. Aussi le fait que, comme marane, il fallait évidemment aller à l'église et qu'on utilise toutes sortes de subterfuges pour aller à l'église sans pratiquer le christianisme ou en pensant à son fort intérieur qu'on est là en train de prier devant Dieu. Donc une religion pauvre en doctrine, pauvre en savoir, pauvre en pratique également, mais qui repose sur trois choses. Une absolue confiance dans l'unité de Dieu, un Dieu d'espoir et l'espoir en la renaissance d'Eretz Israël. Voilà. Ce sont les trois piliers autour desquels on se construit un judaïsme comme on peut par rapport à la situation de l'époque avec l'Inquisition. Je vous avais rendu attentif sur le fait que ce n'est pas un judaïsme réformé, comme on peut le voir aujourd'hui, où des gens délibérément, objectivement, parce que ce sont leurs idées, on ne va pas discuter de ça, modifient les règles du judaïsme pour les adapter à leur conception personnelle. Là, ce n'est pas du tout ça. Ce sont des gens qui essaient de pratiquer autant que possible le judaïsme en tenant compte du fait qu'ils ont beaucoup de difficultés et d'entraves et de dangers à pratiquer le judaïsme. Et puis après, je vous avais parlé du capitaine Arthur Carlos de Barros Pasto, pardon, alias Abraham Israël Ben Roche, dont l'histoire se déroule autour des années 1930, capitaine dans l'armée portugaise, qui a découvert qu'il était d'origine juive, qui est revenu au judaïsme et qui a énormément œuvré pour la communauté juive du Portugal, et notamment on lui attribue d'avoir ramené au judaïsme entre 8 et 10 000 maranes qui vivaient encore au Portugal. Et nous avions terminé sur l'extraordinaire témoignage d'Ignacio Steinhardt en 1985, qui nous raconte comment on fêtait Pessah dans un village très reculé de la montagne portugaise, comment on faisait les matzot et un tas de cérémonies tout à fait secrètes, et ça nous a levé le problème de ces maranes. Faut-il les inciter à revenir au judaïsme ou les laisser perpétuer ce judaïsme caché, peureux, pas de leur faute encore une fois, mais ils ont établi tout un cursus de traditions qui leur sont propres, et la question reste ouverte. Moi, je n'ai pas la réponse. Voilà, nous en étions là. Et alors, ce soir, on va attaquer un tout nouveau chapitre, c'est la diaspora marane. Alors ça, c'est un chapitre très important, et en gros, c'est là-dessus qu'on terminera l'histoire des maranes. Ça va nous prendre plusieurs cours, parce que il y a encore beaucoup de choses à raconter sur les maranes, mais je crois qu'il faut qu'on change un peu de sujet, de peur de se lasser. Nous y reviendrons au travers des pérégrinations du peuple juif, notamment des juifs de Pologne ou d'Allemagne, qui arriveront par exemple à Amsterdam, et où nous allons trouver la conjonction
entre le monde séfarade et le monde ashkénaze est quelque chose qui est très prometteur et très enrichissant. Donc, je pense après les vacances, on passera à un autre territoire. Il faut aussi qu'on fasse un peu plaisir à nos amis ashkénazes. Il en faut un peu pour tout le monde. Mais rassurez-vous, on y reviendra. En tout cas, ce soir, on commence ce chapitre de la diaspora marane qui est véritablement passionnant. Alors, qu'est-ce qui se passe? Nous avons la péninsule ibérique et il y a beaucoup de chrétiens là-bas qui sont incroyants, on le sait, c'est des faux chrétiens en fait. Ils ont été convertis de force, ils sont restés contraints et forcés en Espagne, contraints et forcés également au Portugal. On sait très bien que ce n'est pas franchement des bons chrétiens. Alors finalement, le plus simple, ce serait de les expulser. Ça résout le problème de l'incroyance qui se répand dans la péninsule ibérique. Ah oui, mais si on les expulse, ça veut dire qu'ils vont retourner au judaïsme dans leur terre d'adoption. Et là, en bons chrétiens soucieux de l'âme de leurs ouailles, ben, s'ils retournent au judaïsme, ils mettent leur âme en danger. Alors, en bons chrétiens, on ne peut quand même pas autoriser une chose pareille, les mettre leur âme en danger. Alors, en plus, l'hérésie à l'époque, elle est quand même lourdement condamnée. Et alors, il y a quand même une petite raison annexe, toute petite raison annexe, qui est économique. Ah oui, oui, parce que vous savez que l'Inquisition est une entreprise mafieuse dont la principale fonction est de mettre la main sur l'argent des Juifs. Et donc, si ces braves gens partent, non, il n'y a plus de source pour aller piller les biens de ces maranes. Alors ça, c'est quand même très ennuyeux. Tout petit détail, n'est-ce pas? Petit détail économique. Donc, cette manne financière se perdrait et par conséquent, il n'est pas question de les laisser partir. Et immédiatement, va se mettre en place un cursus de loi interdisant l'émigration d'un côté et de l'autre côté également interdisant à quiconque de les aider à fuir sous peine de sanctions très très graves et de très lourdes amendes. Ça se met en place très très tôt. Ça se met en place au XVe siècle, bien avant l'expulsion des Juifs d'Espagne. Parce que là, on avait déjà des convertis de force depuis 1391. Donc très tôt, ça va se mettre en place. Et en 1499, l'archevêque Messine menace d'excommunication et de spoliation tout celui qui aiderait un nouveau chrétien à s'enfuir. Tous les passeurs, y compris les capitaines de vaisseaux, parce qu'évidemment, la meilleure formule pour s'enfuir, c'est de partir par bateau. Il y a des destinations possibles, ça peut être le Nouveau Monde, ça peut être l'Afrique du Nord, toute la côte marocaine, c'est la plus proche, et très souvent, les tentatives d'évasion sont stoppées à l'embarquement. Ça, c'est pour l'Espagne. Au Portugal, il y a une toute autre logique qui se met en place. En Espagne, rappelez-vous, on a forcé les gens à se convertir, et ceux qui ne voulaient pas pouvaient partir. Il n'y avait pas de problème. Dans des conditions difficiles, ça c'est l'expulsion de 1492, mais ils pouvaient partir. Au Portugal, non. Au Portugal, on a converti de force la totalité des Juifs présents au Portugal, avec des conversions de masse, on les aspergeait d'eau sur la place publique, en fait, c'était vraiment du grand n'importe quoi, et par conséquent, il leur est tout simplement en parallèle et immédiatement interdit de quitter le territoire portugais. Une interdiction absolue d'émigrer était dictée en 1499. Et alors là, il va y avoir des changements. 1507, après le massacre de Lisbonne dont nous avons parlé, il y a une autorisation d'émigrer qui est émise. On peut partir. Liberté de circuler. Et puis c'est de nouveau interdit en 1521. Cet aller-retour de période d'autorisation de quitter le territoire et d'interdiction va durer jusqu'en 1629. En 1629, il y a une autorisation d'émigrer qui est émise qui ne sera plus jamais remise en cause. Sauf que, parce qu'il y a un petit sauf quand même, chaque fois qu'on est dans une période de tolérance, entre guillemets, donc d'autorisation d'émigrer, il était interdit aux Portugais
résidant au Portugal d'acheter des biens immobiliers ou des terres à ces gens qui émigrent du Portugal. En d'autres termes, ça signifie pour beaucoup de ces judéo-chrétiens, de ces crypto-juifs, abandonner leurs biens pour pouvoir partir. Ce n'est pas si simple quand même. Mais beaucoup l'ont fait et sont partis, sont arrivés très très pauvres, effectivement. Donc, sacrifice de tous les biens, ce n'est pas franchement ce qui facilite les choses. Mais autorisation de partir. Alors, quand on dit interdiction, il y a un corollaire immédiat dans toutes les situations, c'est les détournements de l'interdiction. Dès lors qu'on interdit quelque chose, on va trouver le moyen de contourner les interdits. Les frontières ne sont pas absolument hermétiques, et notamment pas à ceux qui sont prêts à abandonner leurs biens. Là, il y a vraiment moyen de partir. Il y a même une possibilité assez facile d'acheter une autorisation royale. Mais évidemment, c'est une question de gros sous, c'est tout. Et les prétextes royaux pour donner des autorisations sont assez intéressants pour permettre un commerce international, faire des affaires à l'étranger, si vous voulez, et curieusement, pour autoriser les gens à faire un pèlerinage. Alors, évidemment, ils devaient payer très cher à la cour royale, ça enrichit le roi, mais on peut partir quand on en a les moyens. C'est un peu toujours le même système, il faut des sous, quand on a des sous, on s'en sort un petit peu mieux que quand on n'en a pas. Et on connaît quelques cas, par des rapports de l'Inquisition, de Portugais qui sont partis en pèlerinage à Rome et qui sont devenus sur place des piliers de synagogue, qui sont revenus officiellement au judaïsme. Et dès la fin du XIVe siècle, donc très très tôt, bien avant l'expulsion des Juifs d'Espagne, on trouve pas mal de réfugiés marranes qui veulent retourner au judaïsme sur les côtes d'Afrique du Nord, notamment au Maroc, et tous les petits ports qui sont juste en face de Gibraltar, c'est donc le point le plus proche de l'Espagne, on trouve dans tous ces ports des communautés juives, ça nous l'avons vu déjà, et qui naissent de l'émigration de nos marranes. En 1484, quelqu'un dont vous connaissez le nom, Rav Ovadia di Bartinora, visite l'Égypte alors qu'il est en route pour la Palestine. Et il écrit la chose suivante. Bartinoro, il y a aujourd'hui au Caire 50 chefs de famille qui sont des Anosim d'Espagne, donc des marranes. Tous sont repentants. Alors évidemment, il ne faut pas le lire dans le mauvais sens du terme, ça veut dire que tous sont revenus au judaïsme. La plupart très pauvres, ont laissé derrière eux maison et biens, père et grand-père, soumis aux lois des gentils, pour venir se réfugier sous les ailes de la présence divine. Donc, 1484, une cinquantaine de familles au Caire, c'est déjà quelque chose d'assez conséquent. Et on a cette relation. D'autres marins qui quittent la péninsule ibérique iront vers des terres aragonaises outre-mer, donc essentiellement déjà dans le Nouveau Monde, mais aussi en Sicile, en Sardaigne et à Naples. Ah oui, mais là, du coup, l'Inquisition, elle va s'occuper de cette affaire-là, et en 1492, elle va s'installer en Sardaigne et en Sicile. Et du coup, on aura de multiples autodafés. En 1541, 21 victimes sont brûlées en Sicile. Et il y en aura encore d'autres plus tard, et peu à peu, finalement, il n'y aura plus de crypto-juifs en Sicile et en Sardaigne. De même qu'à Majorque, rappelez-vous, on a longuement parlé de Majorque, ceux qu'on appelait les chouettas étaient des chrétiens à 100%. Ce n'étaient plus des crypto-juifs. C'était des chrétiens, mais qu'on désignait toujours encore comme juifs, alors qu'il n'y avait plus de lien au judaïsme. Il y a la même chose en Sardaigne et en Sicile, où tout ce qui est crypto-juif disparaît. Les anciens crypto-juifs ou leurs descendants sont maintenant de vrais chrétiens pur sang. Si on peut, pas pur sang du point de vue chrétien, mais
absolument sincère, il n'y a plus de pratique cachée du judaïsme. Cela dit, la Sicile et les autres îles sont devenues un refuge dangereux, même quand on est plus crypto-juif. Ça demeure dangereux parce que l'Inquisition fouille, cherche, creuse, vous le savez, et fait pas de cadeaux. Alors, à Naples, il se passe un phénomène un peu différent, c'est que la population refuse l'installation d'un tribunal indépendant. Donc l'Inquisition ne peut pas s'installer à Naples, mais l'Inquisition papale, elle est très active, essentiellement contre trois catégories d'hérétiques du point de vue de l'Église, les néophytes. Alors qui c'est les néophytes? Les néophytes sont des juifs italiens convertis de force au christianisme et qui sont cryptés juifs. Au fond, ce sont des maranes, mais italiens. Le terme de marane, il ne s'applique qu'aux juifs de la péninsule ibérique. Donc en Italie, ce n'est pas des maranes, ça s'appelle des néophytes. C'est le premier objectif de l'Inquisition papale. Le deuxième groupe, ce sont les Vaudois, donc des hérétiques qui venaient de France. Et ça, c'est une toute autre histoire. Et le troisième groupe qui est dans le collimateur de l'Inquisition papale, ce sont évidemment les maranes d'Espagne. En 1572, 7 maranes sont envoyés au bûcher à Rome. C'est beaucoup pour l'Inquisition papale. C'est beaucoup. Vous allez voir tout de suite pourquoi. Et au milieu du XVIIe siècle, officiellement, je dis bien officiellement, il n'y a plus d'hérésie en Italie. Donc ça, pour l'essentiel, on a parlé là essentiellement d'immigrés espagnols. Un petit peu du Portugal, mais pas beaucoup. L'immigration portugaise est beaucoup plus massive, beaucoup plus importante. Alors déjà, au départ, quand il y a des périodes de tolérance, les émigrés portugais refusent d'aller dans un pays chrétien. Ça, c'est au départ. Donc, c'est une émigration importante, essentiellement vers l'Afrique du Nord et la Turquie. Nous verrons tout à l'heure pourquoi la Turquie, c'est un phénomène intéressant. Alors, en Turquie, ils vont fonder des communautés importantes à Istanbul, à Valone, à Arta et à Smyrne. Quant aux réfugiés d'Évora et de Lisbonne, donc Portugal, c'est eux qui vont fonder les communautés d'Andrinople, ça c'est dans le nord-est de la Turquie, pas très loin de la Syrie, et surtout Salonique. Alors Salonique, ça vous parle, vous avez tous entendu parler de la communauté de Salonique, qu'on appelle aujourd'hui Thessalonique, et c'est une très grande communauté dont nous allons reparler. Alors, les gens qui fuient le Portugal ont tous été, à un moment ou à un autre de leur vie, chrétiens. Mais tous sont nés juifs. Il y a une grande différence, vous allez voir tout de suite. Leurs descendants, eux, sont nés chrétiens et élevés chrétiens. Il faut comprendre, essayer de se mettre à la place de ces gens qui, toute leur vie, sont juifs dans leur cœur et chrétiens en façade. C'est schizophrénique. C'est schizophrénique. Ils changent de casquette toutes les 10 minutes. C'est très difficile à vivre. Leurs enfants, eux, sont nés chrétiens et élevés comme tels. Voilà. Alors, ça, ensuite, on a des vagues d'immigration ultérieures du Portugal qui seront des immigrations de chrétiens. De chrétiens, pas obligatoirement crypto-juifs d'ailleurs, c'est-à-dire ne pratiquant pas forcément le judaïsme en cachette. La majorité, oui, mais pas forcément, mais conscients qu'ils descendent de familles juives et voulant retrouver leur famille. Voilà. Alors, le gouvernement portugais commence à avoir des soupçons, tellement de gens qui partent vers la Turquie, un pays musulman, en plus un pays musulman opposé au pays chrétien, c'est très suspect et dangereux. Alors du coup, on change l'itinéraire. On quitte le Portugal vers le nord, vers les Flandres. Et de Flandre, par la route ensuite, par Lyon,
et par l'Italie, on va rejoindre la Turquie. Et ce qui est intéressant, c'est que tout le long de ce chemin, il y a des agents juifs ou des agents marans qui sont postés, qui renseignent les fugitifs sur les routes qui sont dangereuses, où ils risquent de rencontrer des gens de l'Inquisition ou quelque chose, sur les auberges qui sont sûres, les auberges où il ne faut pas aller, et également leur donnent des adresses en cas de problème en cours de route pour pouvoir s'adresser à quelqu'un s'ils ont un problème. Donc, c'est une histoire très, très bien organisée d'évacuation et de fuite vers la Turquie de gens qui partent du Portugal. Je ne sais pas si vous voyez l'itinéraire, il n'y a pas d'avion à l'époque. Hein. Du Portugal en Flandre, de Flandre en Hollande, Belgique, Hollande, et de là vers la Turquie. Ça fait quand même un très, très grand chemin. Voilà. Alors, pourquoi la Turquie? Alors, figurez-vous que la Turquie, c'était l'Empire byzantin, l'Empire chrétien de Byzance, qui a chuté en 1453. Et cet effondrement de l'Empire byzantin est lu par les Marans comme une annonce d'une délivrance prochaine et de la venue du Messie. C'est leur lecture de l'événement. Et donc, puisque le Messie va venir bientôt, c'est vers là qu'il faut aller. D'autant plus qu'il est évident que le Mashiach va naître à Istanbul. C'est tout un mythe qu'on crée, mais qui pousse les gens à partir vers l'Empire ottoman. Savoir aussi que l'Empire ottoman, c'est quelque chose d'énorme à l'époque. C'est la Turquie, c'est les Balkans, ça monte presque jusqu'à Vienne, c'est une partie de l'Afrique du Nord, pas grand-chose, mais une partie quand même, et tout le Moyen-Orient. Donc c'est un empire immense. Il y a moyen de se caser quelque part là-bas. Voilà. Alors, il arrive quand même que des convois soient arrêtés et maltraités. Et en 1532, Charles Quint, toujours le même catholique fervent, fanatique, interdit tout simplement l'entrée en Hollande aux marins qui seraient en route pour la Turquie. Donc voilà un point de chute qui est fermé en cours de route. La situation deviendra plus grave encore pour les Juifs portugais après l'installation de l'Inquisition. Je vous rappelle que l'Inquisition au Portugal s'est installée beaucoup plus tard, 1542. Et donc, la situation deviendra plus difficile pour les Marans, parce que l'Inquisition va les accuser d'entente avec un monde ennemi de la chrétienté, les accuse d'emporter leur fortune, évidemment c'est ce qui intéresse l'Inquisition, mais pas seulement, d'emmener également des armes et un savoir-faire, l'art de les fabriquer. Et ça, c'est pas tout à fait faux. Pas certains qui aient emmené beaucoup d'armes, ça pèse quand même lourd. Mais un savoir-faire, oui, or le savoir-faire, on ne peut pas le sortir de la tête. On ne peut pas le leur voler. Et ça, c'est pas faux. Donc, il y a cette suspicion qui augmente les attaques de l'Inquisition. En 1540 est créée à Milan une commission dont le but est d'arrêter en Italie tous ceux qui feraient route vers la Turquie. Donc, on les arrête en cours de route. 4 ans plus tard, 1544, ordre est donné dans tout l'empire de Charles Quint, c'est-à-dire l'Allemagne, les Pays-Bas, une partie en tout cas, l'Espagne, Portugal, d'arrêter tous les nouveaux chrétiens qui vendraient des armes aux grands Turcs. Donc, ben voilà, aujourd'hui on empêche Israël d'aller dans un salon de l'armement pour l'empêcher de vendre ses armes et pour permettre à l'industrie décadente de la France de prendre la place. Voilà. Ben, rien de nouveau sous le soleil, vous voyez. Alors, en 1547, ce n'est pas du chauvinisme ce que je vous raconte, il se trouve que c'est l'histoire, sont arrêtés à Colmar, je dis chauvinisme parce que j'en viens, 43 personnes en route vers Lyon donc, et vers la Turquie. Alors ça ne se passe pas trop mal pour eux, ils seront relâchés très rapidement après paiement d'une amende et la promesse de s'installer dans un pays chrétien.
Mais Dafka à Colmar, vous savez, en Alsace, il y a eu plusieurs histoires comme ça. Vous connaissez tous l'histoire de Rabbi Meir de Rothenburg, qui a été incarcéré pendant de longues années à la prison d'Ensisheim, qui est une petite ville proche de Mulhouse, et qui avait été arrêté alors qu'il partait vers l'Italie. Mais c'est une autre histoire. Bien. Alors, les marins qui partent, ils finissent quand même par arriver, pour l'essentiel. Ils s'intègrent dans des communautés déjà existantes sur place, dans l'Empire turc et au Balkan. On les trouve dans tout le Levant. Donc, tout cet empire énorme, on va retrouver des petites communautés un peu partout. En 1544, c'est un bateau entier de migrants marans qui arrive à Raguse. Qu'est-ce que c'est Raguse? Où c'est? Raguse, c'est Dubrovnik aujourd'hui. C'est la ville de Dubrovnik. Un bateau entier de migrants. Voilà. Et puis, il y a aussi des communautés à Chypre, beaucoup en Palestine. Milieu du XVIe siècle, en Palestine, c'est le début du développement de la communauté de Tzfat, Safed, où il y aura Rabbi Yosef Karo et tout le mouvement de la Kabbale. C'est la même époque. Et c'est pour beaucoup des Juifs qui viennent d'Espagne ou du Portugal. Pas tous, mais pour partie, grande partie. Voilà. Alors, donc, en Palestine, et puis à Istanbul, mais le plus important contingent de Marans se retrouve à Salonique, qui est un très, très grand centre juif européen de l'époque. À la fin du XVIe siècle, donc dans les années 1590, quelque chose par là, une grande communauté portugaise a laissé une marque très profonde sur le ladino de la région de Salonique, une langue qui sera parlée jusqu'au XXe siècle. Donc la marque de la présence des Marans à Salonique est très forte et très profonde, tellement profonde d'ailleurs qu'après l'incendie de 1911 du quartier juif de Salonique, c'est un incendie certainement accidentel, mais enfin peu importe. Je crois que 17 000 juifs de Salonique sont partis vers Israël, ont notamment contribué largement à l'installation et au développement du port de Haïfa, et même le début du port d'Ashdod, mais ça c'est un peu plus douteux, parce qu'ils avaient un formidable savoir-faire. Et ils ont ramené avec eux leur ladino, et beaucoup de gens qui travaillaient sur le port parlaient le ladino fortement marqué par le Portugal. Voilà. Alors, ces chrétiens repentants, j'aime pas beaucoup le terme, hein, on va dire plutôt ces marins crypto-juifs qui reviennent au judaïsme, sont si nombreux qu'on va être obligé, les rabbinim vont être obligés de formuler un certain nombre de lois spécifiques, parce qu'évidemment, il y a des problèmes de halakha qui se posent avec ces gens, fatalement. Et notamment en cas de mariage. Alors ça, c'est une histoire intéressante. On a un couple de marans qui s'est marié au Portugal. Ils se sont mariés à l'église, évidemment, et peut-être même, ils ont fait un mariage discret chez eux à la maison, selon la loi juive. Ils arrivent à Salonique, en gros dans pas mal d'endroits d'ailleurs où ils se réfugient, et on déclare le mariage nul et non avenu. Alors c'est choquant, c'est choquant. Ils viennent, ils sont mariés depuis des années, ils disent non, vous n'êtes pas mariés. C'est vraiment un signe d'intolérance. Eh bien, pas du tout, figurez-vous. C'est même exactement le contraire, parce qu'il y a 3 cas de figure. C'est un couple qui arrive, qui sont mariés, on refait une cérémonie de mariage formelle, alpi halacha, ça pose pas de problème moral, vraiment pas, et ils sont mariés comme juifs dans la communauté. Donc, il y a 2 autres cas. Monsieur est parti parce qu'il voulait se rapprocher de la communauté juive, madame ne voulait pas. Ça peut arriver. Alors là encore, on n'a pas de problème. Parce que, à l'époque, en tout cas,
la polygamie était permise, donc même s'il était marié au Portugal, rien ne l'empêchait de se remarier, mettons, à Salonique. Parce que si monsieur part et madame elle reste, ça veut probablement dire qu'il y a un problème dans le couple ne se reconstituera pas, probablement pas en tout cas. Maintenant, il y a l'autre cas de figure, c'est madame qui part et monsieur qui reste. Ah oui, alors là, c'est plus du tout le même problème, elle est aguna, elle ne peut pas refaire sa vie. Donc, en déclarant que les mariages maranes célébrés à l'église et même confirmés par un mariage à domicile, en les déclarant nuls et non avenus, on permet à ces femmes qui fuient l'Inquisition de se remarier et de refaire leur vie. C'est quand même très important et c'est une véritable aide à l'époque qui est apportée à ces personnes. Voilà le genre de questions qui se soulèvent. Il y a le problème des enfants, il y a le problème de l'éducation, il y a plein de shélotes et de tchouvot de l'époque qui reflètent les problèmes qui se sont posés aux gens. Et ce sont des problèmes lourds, des problèmes difficiles. Voilà. Alors, ça, c'est une des conséquences de cette émigration importante. Oui. Voilà. Alors, excusez-moi. Un cas très fréquent, ce sont des marins qui vont prendre un nom juif. Ils vont changer de nom, évidemment, pour revenir à... Soit ils reprennent leur nom d'origine quand ils le connaissent encore, ou ils choisissent un nom juif. Mais pour leurs transactions commerciales, ils gardent leur ancien nom chrétien. Ça facilite les échanges. Alors, quelle est la position de la halakha? Comment est-ce qu'il faut faire? Est-ce que c'est acceptable? Etc. Toutes sortes de réponses qui seront apportées au fur et à mesure que les questions se posent. L'émigration vers la Turquie va se poursuivre à flot continu jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Donc, sur un très long moment. C'est pas toujours très facile de vivre en Turquie. Oui, mais il y a cette motivation que je vous ai donnée tout à l'heure. C'est là que viendra le Mashiach. Et nous avons un certain nombre de figures tout à fait emblématiques de l'époque, qui sont des marans, qui sont arrivés jusqu'en Turquie et qui ont fait de splendides carrières. Je vais vous raconter une ou deux histoires, dont une que vous connaissez certainement et je ne la raconterai pas en détail. Si vous voulez que je vous la raconte en détail, c'est un cours entier. Elle est vraiment compliquée. Alors voilà de qui il s'agit. Nous sommes au XVIe siècle et il y a un monsieur qui s'appelle João Miguel, qui est le fils du médecin du roi du Portugal. Haute situation, hein. Le roi du Portugal, le fils du médecin du roi du Portugal. Et puis, sa tante a épousé un banquier qui s'appelle Francisco Mendes. Et ce Francisco Mendes est associé avec son frère, qui s'appelle Diego Mendes, et qui est installé à Anvers, dans une succursale de la banque. Des gens très, très, très fortunés. Et puis Francisco Mendes, au Portugal, meurt de sa belle mort, il n'y a pas de problème là-dessus. Sa veuve, qui s'appelle Béatrice de Luna, la tante de João Miguel, part vers Anvers avec sa fille qui s'appelle Raina, sa sœur et son neveu. Et ils vont rejoindre le beau-frère qui est à Anvers, Diego Mendes, et qui dirige la filiale locale. Ce sont des gens très riches, des gens très cultivés, chrétiens, pas de problème. Enfin, marans. Les meilleurs cercles d'Anvers s'ouvrent à eux, les cercles littéraires, pas beaucoup encore, un petit peu, mais surtout la noblesse, la petite et la grande noblesse, à telle enseigne que la régente des Pays-Bas fait une offre absolument mirifique à Béatrice de Luna. Elle demande la présence de sa fille, la belle Raina, à la cour comme favorite de la cour. C'est un grand honneur, un très grand honneur qu'on lui fait d'inviter sa fille comme favorite de la cour. Seulement, la maman, elle n'est pas d'accord. Elle refuse. Pas question que ma fille aille rejoindre la cour. Qu'on refuse un tel honneur,
ça met la puce à l'oreille. Et du coup, elle est soupçonnée d'être une marane. Elle était bien une crypto-juive. D'ailleurs, Béatrice de la Luna, on lui a proposé des parties. On lui a proposé de se remarier, elle est veuve. Elle a tout refusé. Ça, c'est quand même curieux. Et puis maintenant, elle refuse que sa fille aille à la cour. Il y a une suspicion, elle le comprend très vite et décide de quitter Anvers. Donc, la famille cherche un nouveau refuge et on décide que ce sera Istanbul en passant par Lyon et Venise. Et arrivé sur place, on rejettera l'identité chrétienne parce qu'effectivement, ce sont des crypto-juifs restés attachés au judaïsme, mais évidemment cachés. Voilà. On part, Béatrice de Luna change de nom, devient, et là vous la connaissez beaucoup mieux, Gracia Mendes, alias Doña Grazia Nassi. Ça, c'est un nom que vous connaissez, très connu, une grande dame de la judéité de l'époque. Une personnalité juive adulée de son temps qui a fait énormément de bien, qui a beaucoup aidé les communautés. C'est toute une longue histoire. Encore une fois, si vous voulez que je vous la raconte, on se fera un cours rien que pour ça. Mais là, je vais avancer quand même un petit peu. Alors, son neveu, là, le fameux Joao Miguel, eh ben, il épouse sa cousine, la belle Raina. Il l'a sous la main. Il épouse sa cousine et s'appelle dorénavant Joseph Nassi. Joseph Nassi. Un destin, une histoire digne des contes des Mille et une nuits. Il arrive à un poste très élevé à la Sublime Porte, à tel point qu'on a considéré un certain temps que c'était lui qui dirigeait tout l'Empire ottoman. C'est-à-dire la puissance qu'il a atteinte, mais ils avaient une surface financière aussi, amputée quand même au passage, et en France et à Venise. C'est une autre histoire. Voilà. Alors, un des hommes les plus puissants d'Europe, puisque représentant la Sublime Porte, cet immense empire ottoman, et il se venge. Alors, il se venge déjà des Français qui lui ont piqué une partie de leur argent. Chaque bateau français d'exportation de marchandises qui arrive en Égypte, un tiers de la marchandise est confisqué au bénéfice du sultan. Voilà. Et puis, on sollicite son avis dans beaucoup de cours d'Europe pour vous dire la puissance de ce personnage, à tel point qu'il va largement influencer l'élection du roi de Moldavie. Ah, ça a l'air de rien, le roi de Moldavie, c'est le sceptre d'Ottokar, oui, de Tintin, mais c'est pas que ça. À l'époque, la Moldavie, c'est quand même un royaume clé, géographiquement parlant, entre l'ouest et l'est de l'Europe. Donc, c'est un royaume important. Il se venge de l'Espagne, là, c'est beaucoup plus subtil, en poussant les Pays-Bas à la révolte, et c'est ce qui va se passer. Voilà. Et puis, il se venge de Venise. Venise qui a très mal reçu sa famille. Le sultan ottoman a menacé Venise d'invasion s'il ne relâchait pas Donna Grazia Nassi, qui était en prison. Et donc, ils l'ont relâché parce qu'ils avaient vraiment peur d'une attaque de la Sublime Porte. Pour vous dire, d'abord, la puissance qu'avaient ces gens, mais aussi qu'ils ont été très mal reçus là où ils passaient. Alors, comment est-ce qu'ils se vengent de Venise? Eh bien, ils déclarent la guerre contre Venise. Et au cours de cette guerre, Venise va perdre l'île de Chypre, qui n'est quand même pas rien, une île assez importante, et qui va tomber dans l'escarcelle ottomane. Pour service rendu, Joao est nommé duc de Naxos, donc nous avons Joao Nassi, duc de Naxos, il est connu sous ce nom-là, duc de Naxos et des 7 îles, ces petites îles au large de la Turquie. Il dirige son duché avec l'aide d'un monsieur qui s'appelle Docteur Francisco Coronel, qui est un descendant direct du rabbin Abraham Senior. Ça, c'est une histoire bien plus ancienne en Espagne. Lui-même, Joseph, il vit à Istanbul, avec un statut quasi royal. C'est vraiment un personnage important de la cour. Mais il a marqué l'histoire juive jusqu'à aujourd'hui.
par une histoire. Il a tenté de restaurer une présence juive en Palestine. Ce n'est pas franchement la naissance d'un État indépendant, mais les débuts. Comment ça se passe, cette histoire-là? En fait, le sultan lui a offert la ville de Tibériade, qui est en ruine à l'époque. Et l'idée de Joseph, duc de Naxos, Joao, c'est Joseph. Son idée, c'est que si on veut faire renaître la ville, il faut une industrie, il faut que les gens puissent gagner leur vie. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il n'y a rien. Alors il a une idée. On va produire quelque chose qui est lucratif. Les cours dans le monde entier sont friands de soie. Donc il va produire de la soie à Tibériade. Et comment il fait? Il va planter des centaines de mûriers sur lesquels vont se développer les cocons de soie et commencer à produire de la soie. Bon, le résultat ne sera pas extraordinaire. Ce qu'il en reste, par contre, c'est qu'aujourd'hui encore, dans la périphérie de Tveria, vous trouvez des mûriers qui sont soit des surgeons, soit qui datent de l'époque de Yosef, duc de Naxos. Depuis l'époque, on trouve ces mûriers dans la région de Tibériade. Tout n'est pas abandonné quand même. Il devient vieux. Vers la fin de sa vie, son influence est un peu déclinante et finalement, il décède en 1580. Bien. Alors, il y a un autre personnage qui est un grand ami de Joseph Nassi, ami et concurrent quand même, qui s'appelle Álvaro Mendes. Alors, Álvaro Mendes est un personnage très curieux. Il est né en 1521 à Trévira, au Portugal. Vers l'âge de 20 ans, il s'expatrie en Inde et il revient, pas mal d'années plus tard, cousu d'or. Il a fait une fortune colossale en Inde. Donc il rentre au Portugal et le roi Jean III voit que cet homme a énormément de qualités, beaucoup de talent. Il le nomme chevalier de l'ordre de Santiago. C'est un ordre militaire et religieux catholique. Donc bon chrétien, pas de problème. Alors il est connu dans toute l'Europe, ce monsieur. Il voyage entre Paris, Florence, Venise et toutes les autres capitales pour ses affaires. Et évidemment, il a des rapports extrêmement étroits avec Joseph Nassi et il va finir par s'installer à Istanbul et deviendra Salomon Aben Aïch. Parce que ce monsieur est lui aussi un Maran qui n'attendait que l'opportunité, l'occasion de fuir le Portugal avec des moyens et de revenir au judaïsme. Lui aussi devient un personnage extrêmement puissant à la cour turque et il est considéré comme un des plus grands diplomates de l'époque, un des plus grands diplomates au monde de l'époque. Il est l'inspirateur notamment d'une alliance très intéressante, une alliance historique entre l'Angleterre et la Turquie contre l'Espagne. On est toujours dans un esprit de vengeance contre l'Espagne. Et donc une alliance puissante qui va dépouiller l'Espagne de pas mal de possessions. Alors il sera récompensé évidemment par le sultan qui le nomme duc de Mytilène et lui confie le fief de Tibériade. Joseph Nassi n'est plus de ce monde, il va s'en occuper, donc il lui confie le fief de Tibériade, il va contribuer à le développer, il continue l'histoire des mûriers et puis d'autres petites industries. Il décède assez âgé en 1603, il a 82 ans à l'époque, c'est un grand âge, mais il a un fils qui s'appelle Jacob, alias Francisco Aben Aïch, d'un homme studieux, travailleur et très religieux. Je parle de religion juive, hein, on se comprend bien. Et il continuera à vivre à Tibériade, mourra à Tibériade et est enterré là-bas. Un autre personnage s'appelle Joao, encore en Joseph, Lopez. Lui s'installe en Turquie à la fin du XVIe siècle, soi-disant ardent catholique. Il avait administré pendant de nombreuses années
les biens et les avoirs financiers du pape Sixte V, bon catholique, et qui administre les sous d'un pape. C'est pas mal. Lui aussi va partir pour Istanbul et où il revient officiellement au judaïsme. Ah, vous voyez, c'est très intéressant. Voilà, des gens qui ont un parcours complexe. Et c'est 3 exemples, mais il y en a des centaines comme ça. C'est pas simple. Une seule vie, partir, avoir une double casquette de juif et de chrétien, aller dans un pays, partir plus loin, c'est des centaines, voire des milliers de kilomètres à pied, à cheval ou en voiture. C'est franchement pas quelque chose de très facile. Mais parallèlement à cette immigration vers la Turquie, il y a une très forte immigration vers l'Italie et vers la partie de l'Italie qui n'est pas gouvernée par l'Espagne, parce que l'Espagne ne domine pas tout. En 1564, un rapport fait état que dans toutes les villes d'Italie, donc non soumises à l'Espagne, il y a des réfugiés marins d'Espagne et du Portugal. Arrivés dans ces petites villes, ces marins deviennent chrétiens à part entière. Ah, qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est-à-dire qu'au Portugal et même en Espagne, les maranes ou les descendants de maranes n'avaient pas vraiment accès à toutes les professions parce qu'ils faisaient trop de concurrence. Donc, en dépit de l'incorrection théologique que ça représente, ils n'avaient pas le droit de tout faire. Sauf qu'arrivés en Italie, c'est les chrétiens, ils ont le droit de tout faire, ils font tout et ils font fortune. Parce que ce sont des gens habiles. Voilà, alors, fortune faite, ils partent vers le Levant, tout de suite, et reviennent au judaïsme. Et là, pourquoi est-ce que les Turcs les reçoivent aussi massivement? Parce que quand ils arrivent, ils informent le Grand Turc de ce qui se passe en Italie. Ce sont d'excellents espions. Pourquoi est-ce qu'ils réussissent tellement bien dans les affaires? Parce que tous les pays qui commercent ensemble à l'époque, on trouve partout des communautés maranes ou d'anciens maranes revenus au judaïsme. Donc il y a une espèce d'international de ces juifs un peu partout. Évidemment, ils commercent ensemble et ça leur permet de progresser nettement dans le domaine économique. Alors, ce qui se passe quand même, c'est que pas mal de ces maranes se déclarent juifs déjà en Italie, avant d'avoir quitté l'Italie. Ça va nous poser un petit problème. Ils se déclarent juifs en Italie et rejoignent des communautés existantes. Il y en a un petit peu partout, même à Rome. Le plus grand centre d'attraction pour ces maranes est le port d'Ancône. Ancône, c'est pas très loin de Rome, c'est à mi-hauteur de la botte italienne, et c'est un petit port où il y a une vieille communauté juive qui sera réanimée par la venue de ces maranes, et Ancône deviendra un des ports les plus florissants de toute l'Italie, avec notamment et essentiellement des liens avec la Turquie. Encore une fois, la Turquie, c'est un immense empire. Donc, on commerce avec la Turquie, ça veut dire qu'on atteint beaucoup d'endroits. Et on commerce parce qu'il y a des maranes, peut-être même de la famille, en Turquie. Donc, les relations sont faciles. Alors, Ancône est sous juridiction papale, sauf que les papes de la Renaissance, vous savez, c'est les papes de la Renaissance, c'est les Médicis, c'est Borgia, ils sont très cool. Ce n'est pas tellement le religieux qui les intéresse le plus, ils sont très tolérants. À tel point qu'en 1547, le pape Paul III donne un sauf-conduit aux maranes, leur garantissant que s'il y a des poursuites contre eux pour hérésie, ce serait la juridiction papale qui les jugerait. Donc là, ils sont tranquilles, on ne va pas leur faire grand-chose. S'ils sont poursuivis pour apostasie, même chose. Ah, je ne sais pas si vous vous rendez compte. L'apostasie est un crime majeur dans le christianisme. Ah ben non, c'est moi qui m'occupe de vous juger, soyez tranquilles, il n'y a pas de problème. Et les autorités locales d'Ancône garantissent également les maranes qu'ils seront tranquilles pour 5 ans. Ça ne veut pas dire qu'après ils ne seront pas tranquilles, mais enfin, le contrat, il est fait pour 5 ans.
on peut imaginer qu'ils ont payé un petit peu d'argent pour avoir ces sauf-conduits et ces engagements de la municipalité. Mais enfin, c'est ce qui se passe. En plus, à Ancône, ils seront tranquilles pendant 5 ans, mais si jamais ils devaient être poursuivis pour apostasie ou quoi que ce soit, ils seront libres de partir avant la tenue d'un procès. C'est vraiment des garanties très fortes. Les mesures sont confirmées en 1552 par le pape Jules III, et du coup, la communauté s'agrandit, on y trouve une centaine de familles. Ils contrôlent tout le trafic maritime, une grande partie du commerce des États pontificaux, c'est pas rien. Beaucoup de comptoirs d'entrepreneurs turcs sont installés à Ancône, et il y a même une synagogue de tradition portugaise. Voilà. Et puis, catastrophe. Une catastrophe s'abat sur Ancône. En fait, une des pires tragédies de l'histoire juive de l'Italie. En 1555, le pape Paul IV nomme le cardinal Carafa comme cardinal de la ville d'Ancône. Or, ce Carafa est un fanatique chrétien. Alors lui, ce n'est pas un corruptible, vous allez voir tout de suite. Fanatique chrétien qui est hanté par la poursuite de la contre-réforme. Toutes les promesses de ses prédécesseurs sont annulées, tout ce qui avait été signé. Alors les maranes d'Ancône seront évidemment les premières victimes. En 1556, toutes les lettres de protection sont annulées et c'est le début des poursuites. Alors ils vont le trouver avec un pot de vin de 50 000 ducats. Je ne sais pas le transformer en euros ou en shekels, mais ça devait être une grosse somme, j'imagine. Il refuse. Il refuse le pot de vin. Lui, ce qu'il veut, c'est la pureté du christianisme, du catholicisme. Alors, beaucoup des marins qui sont arrêtés nient être chrétiens. En fait, ils sont juifs, ils sont revenus au judaïsme, à Ancône. Et ils nient avoir jamais été chrétiens, sauf que ça ne marche pas. Parce que ça fait 60 ans qu'il n'y a plus de juifs au Portugal. Donc, ils ne peuvent pas être nés juifs. Et toutes leurs dénégations ne servent à rien. Mathématiquement, ils ne peuvent pas être juifs de naissance. Parce que s'ils l'étaient, l'Inquisition n'a pas de pouvoir, évidemment. Donc, des autodafés sont entrepris. En 1556, 24 hommes et une femme sont brûlés vifs. Joseph Mosso est l'agent à Ancône de Dona Grazia pour éviter le bûcher, se suicide. 26 autres juifs d'Ancône sont réconciliés et envoyés aux galères. Ça, c'est presque plutôt une chance, parce que partis aux galères, ils arrivent à s'échapper et retrouvent la liberté. Ils n'ont plus rien, mais ils retrouvent la liberté. Après, ils iront certainement vers la Turquie, quelque chose comme ça. Et puis 30 autres, ça c'est assez humoristique, vont s'échapper des prisons d'Ancône grâce à un pot de vin qui aura été servi au commissaire pontifical, qui est donc en opposition avec le cardinal. Enfin, opposition, il se laisse acheter tout simplement. Mais là, Dona Grazia avait senti venir le vent. Et elle exerce son influence sur le sultan, pour dire la puissance quand même qu'ils ont, et le sultan envoie une lettre très sèche au pape en 1556, exigeant immédiatement la libération de toutes les victimes emprisonnées. Alors, on avait quand même 24 brûlés, 30 évadés, ça fait 54, et 25 aux galères, ça fait 80. Sur une communauté de 100 familles, il ne reste plus beaucoup de chefs de famille. La communauté est vraiment, vraiment largement décimée. Largement. Alors, donc, le sultan exige la libération des victimes, ce qui va être fait, et la ville d'Ancône, qui craint
la destruction de son commerce avec la Turquie, parce que ça enrichit la ville quand même, soutient la demande du sultan. Les survivants sont effectivement relâchés et fuient vers les États italiens voisins où ils n'ont pas de crainte. C'est un événement, la première fois dans toute l'histoire de la diaspora, retenez-le bien, la première fois que des Juifs se révoltent contre les exactions qui sont commises comme eux. Je dis bien dans l'histoire de la diaspora, parce qu'en Israël, en Judée, on a la révolte des Maccabim, il y a eu plein d'histoires. Mais en diaspora, où on nous pourchasse tout le temps, c'est la première fois qu'il y a une révolte des Juifs contre des exactions qui sont commises contre eux. Et avec quelles armes? Une seule, le boycott économique. Le boycott économique, déjà. Ah, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Eh bien, en fait, Donna Grazia s'était organisée en vue de ce qui risquait, ce qu'elle flairait qu'il allait se passer quelque chose, et elle décrète un boycott total du port d'Ancône et des États pontificaux par les marchands juifs qui contrôlent le commerce avec le monde turc. Boycott total. Les agences, les comptoirs sont transférés dans le port voisin de Pesaro, où ils sont très bien reçus par le duc d'Urbino, qui se frotte les mains. Il avait déjà bien accueilli les marins quand ils sont arrivés, il n'y en a pas beaucoup. Mais là, c'est une aubaine formidable, il se frotte les mains, sa ville va se développer. Sauf que les Juifs d'Ancône supplient de renoncer à ce boycott pour deux raisons. Une première qui est une mauvaise raison, c'est que leurs affaires vont péricliter. Oui, on peut déménager, hein. C'est ce qu'ils feront d'ailleurs. Une deuxième raison qui est beaucoup plus grave, ils ont peur des représailles par le cardinal Carafa. Et donc, c'est ce qui va se passer, ce sera un échec. Ce boycott ne fonctionnera pas à la demande des Juifs eux-mêmes. Du coup, le duc d'Urbino est très, très fâché, déçu de ne pas recevoir le commerce d'Ancône et expulse tous les réfugiés marans de Urbino. Bon, ça va pas bien. Ah oui, c'est bientôt l'heure. Bon, mais encore 2-3 minutes. Alors, il faut trouver un autre endroit. Et cet autre endroit est détenu par les ducs d'Est, qui ont toujours bien reçu les marans, qui ont accordé les mêmes avantages aux marans que ceux qui leur avaient été accordés à Ancône au milieu du XVIe siècle. Il s'agit de la ville de Ferrare, toujours en Italie. Et donc, les gens d'Ancône, qui ne voulaient pas quitter, et les gens de Urbino, vont partir vers Ferrare. Ils ont les mêmes avantages, tout le monde se réfugie là-bas, et beaucoup de marans vont revenir au judaïsme officiellement, spécifiquement là-bas à Ferrare. La communauté juive portugaise se développe à côté d'une communauté de juifs italiens et de juifs allemands qui sont là depuis très longtemps. Tiens, curieux ça, des juifs allemands. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de juifs allemands? On est en Italie. Les juifs italiens, on comprend très bien, il y en a toujours eu depuis l'époque romaine, les juifs allemands. Ben, figurez-vous que quand les juifs ont fui l'Allemagne à cause des pogroms à l'époque des croisades, nous sommes au XIIe siècle, une grande partie d'entre eux sont partis vers la Pologne, mais un certain nombre d'entre eux sont partis, quelques-uns vers la France, un certain nombre vers l'Italie, dont notre communauté de Ferrare, et d'autres jusqu'en Espagne. Rav Avner, qu'on appelle le Roche, une très grande personnalité rabbinique, a vécu en Espagne et il avait fui l'Allemagne. Donc voilà des Juifs allemands qui sont là depuis plusieurs générations. Et donc cette communauté portugaise va se développer à côté des communautés italiennes et allemandes et va développer une vie littéraire et notamment la publication à l'égard de ces marins qui souvent ne savent pas l'hébreu, de la traduction de la Torah, donc des 5 livres de Moïse,
et puis des livres de prière, et puis d'autres livres Kodesh, pour qu'ils aient accès à un peu de culture juive. Voilà. Alors, je crois que je vais m'arrêter là. Voyons voir. Non, on va terminer Ferrare. 2-3 minutes, c'est pas très très long. Il y a pas mal de catholiques ou de renégats, de juifs renégats, qui passent par l'Italie, qui rentrent au Portugal et qui dénoncent au Portugal qu'il y a tellement de marranes qui sont revenus au judaïsme, qui sont hérétiques et que c'est pas normal. Alors, en 1574, 30 familles maranes qui vivaient comme juifs à Ferrare, comme juifs, sont dénoncées. 30 familles. 4 ans plus tard, une longue liste de maranes qui sont, ou de juifs plutôt, qui étaient chrétiens auparavant, est soumise, présentée au pape, et une longue liste donc de juifs vivant à Ferrare, mais qui sont d'origine chrétienne, du point de vue de l'Église. Et évidemment, le pape, il est obligé d'agir, il ne peut quand même pas fermer les yeux sur tout, alors il ne peut pas tout ignorer. Il fait pression sur le duc d'Est, qui est obligé d'arrêter les judaïsants, on les arrête. Un certain nombre seront condamnés. Oh, en 1581 à 1 an de prison, c'est pas trop grave. Quand même, 3 d'entre eux ont commis des crimes plus graves. C'est-à-dire que non seulement ils sont revenus au judaïsme, mais ils ont critiqué l'Église, ils ont incité d'autres à revenir au judaïsme. Ça, c'est quand même un petit peu plus grave. 3 d'entre eux seront donc transférés à Rome et exécutés. L'un d'entre eux, s'appelle Joseph Saralbon, se dit très fier, lorsqu'il monte au bûcher, d'avoir ramené 800 maranes, beaucoup, 800 maranes au judaïsme. Mais finalement, quand même, la communauté juive de Ferrare sera détruite parce que le pape ne peut pas laisser passer ça, c'est trop gros, c'est trop gros. Alors, elle va être détruite. Et puis, la suite sera pour le prochain numéro. Elle va partir, celle qui sera les survivants, vont partir vers une ville que vous connaissez tous. Il s'agit de Venise. Prochaine étape de cette diaspora marane qui est internationale. Et ce qui est absolument extraordinaire, je vous dévoile un petit peu la conclusion de plusieurs cours, c'est que cette diaspora marane éclatée dans le monde entier va détruire l'économie ibérique. À partir du moment où ils vont quitter l'Espagne et le Portugal vers Hambourg, Anvers, Amsterdam, Venise, Istanbul, Salonique, leurs réseaux commerciaux se déplacent et l'Espagne et le Portugal, qui étaient le foyer, le cœur de l'économie mondiale à l'époque, vont s'effondrer au bénéfice, en premier lieu, pour commencer, de la Hollande. Voilà. C'est une belle histoire quand même. Très belle histoire. On attend au prochain arrêt Venise, tu nous as dit. Prochain arrêt, Venise, oui, tout à Super. fait. Alors, c'est parti. Ceux qui veulent ouvrir le micro, poser leurs questions, vous pouvez. Si je comprends bien, le ladino était parlé par des juifs portugais plutôt que par des juifs espagnols. Ah, mais il y a différents ladinos. Il y a différents ladinos. Je ne suis pas un spécialiste de la linguistique, mais c'est comme le yiddish. Hein. Le yiddish, il est matiné de russe ou d'allemand ou de polonais, etc., selon les régions d'où il provient. Et je pense que le ladino, c'est la même chose, mais peut-être que Lydia aura une meilleure réponse que moi. Pas du tout. Pas du Je tout? croyais aussi que c'était plutôt les Juifs d'Espagne, de Gibraltar, du nord du Maroc. Par Oui, exemple, mais, Fortune et Doris parlaient le ladino. oui. Oui, mais alors, encore une Mais- fois, il y a différents latinos. oui, On aura plus tard le latino qui va se matiner encore d'arabe et ça fera je parle bien de juifs séfarades, pas de juifs mizrachniques,
les Juifs originaires des pays arabes parlaient un dialecte d'hébreu mélangé d'arabe. Ça, c'est autre chose. Mais je parle de Juifs séfarades arrivés dans les pays arabes qui vont mêler dans leur langue des expressions de l'arabe. Il y a différents ladinos et effectivement, à Salonique, c'était un ladino très, très pur qui était parlé. Mais c'était du judéo-espagnol, pas du judéo-portugais. Judéo-espagnol, oui, judéo-espagnol. Oui, Ouais. d'accord. Mais là, il faudrait vraiment un spécialiste des langues. Hein. Là, je ne sais pas. Je peux parler du yiddish alsacien, ça, je peux t'en parler longuement. Du Yiddishkeit. Yiddish Deutsch, oui. Mais ladino, je ne suis pas très compétent. Yeah. D'autres questions? Vous allez voir cette histoire de la diaspora marane, c'est vraiment quelque chose de fascinant, d'étonnant, parce que c'est pas une histoire malheureuse. Hein. C'est vraiment des gens qui se prennent en main et qui font quelque chose de leur vie. C'est vraiment fabuleux, vraiment fabuleux. Georges, j'ai une question qui sort un peu de ce que tu as dit, mais tu as fini par l'idée qu'à partir du moment où les marranes ont dû fuir la péninsule ibérique, eh ben, le côté commercial et l'économie du Portugal et de l'Espagne s'est un peu effondré. Oui. Est-ce qu'on retrouve ça dans d'autres situations, que c'est quelque chose que j'ai dans la tête, qu'on dit souvent que quand les Juifs sont partis, alors très souvent, l'économie du pays a un petit peu baissé. Est-ce que tu as d'autres idées au niveau historique de ce C'est phénomène? un phénomène assez fréquent. C'est un phénomène assez fréquent. On retrouve le même phénomène en Pologne. Par exemple, l'économie polonaise s'est effondrée. Alors, on a tué les Juifs, c'est vrai, là, on les a vraiment tués pour de bon. Mais il n'y a plus d'économie après la guerre. Alors, il y avait la guerre aussi, il y avait les deux. Mais elle n'est jamais revenue à la puissance qu'elle a eue avant la guerre. On trouve le phénomène un peu partout. Tu sais, Manuel Valls, il a dit un jour, la France sans les Juifs, c'est plus la France, et il a raison. La France sans les Juifs, il y a probablement… Les Juifs ne sont pas nombreux, mais ils ont une véritable puissance financière qui vient de leur travail. Hein. Ce n'est pas des voleurs, ce sont des gens qui travaillent pour arriver à quelque chose. Donc, oui, il y a une perte. Et puis, à l'époque, c'est plus flagrant parce que les relations ne sont pas ce qu'elles sont aujourd'hui. Et il y avait ce maillage de tout le monde connu par des maranes et s'aimait un peu partout. Alors, quand Senior il demande à son ami Cohen qui est à Istanbul, il préfère demander à Cohen qu'à Mohamed. Les relations sont là, ils ont la même langue, à peu près. Ils se comprennent. Et donc, on a eu le même phénomène, on en avait beaucoup parlé quand on parlait des pirates juifs des Caraïbes, alors au-delà des pirates, mais les implantations des Juifs dans le Nouveau Monde. Ils ont formidablement développé le business parce qu'ils parlaient la même langue que les Juifs de Hollande. Et donc, des réseaux se sont tissés. Vraiment des réseaux importants et ça a apporté beaucoup. Les Juifs, là où ils ont passé, ont apporté beaucoup dans les pays où ils ont passé. Il n'y a pas de doute là-dessus. Leur départ est un appauvrissement, clairement. Alors, au Portugal et en Espagne, c'est sur une période un petit peu plus longue, mais c'est spectaculaire parce que la péninsule ibérique, qui était très nettement au-dessus de tout le reste du monde occidental, s'est complètement effondrée. C'est connu, ça. Ok. Oui. Mais voilà, nous en sommes les fiers responsables. Georges, j'ai une petite question. Oui, madame. Bonsoir d'abord. Est-ce qu'il y avait des Juifs à Venise avant? Ou bien Oui, il y avait des Juifs à Venise avant aussi? Ah, ok. dans toute l'Italie. Tu as des Juifs depuis la conquête romaine, Ouais, depuis la destruction du Bailli Ceni. ok. Il y a eu des milliers de Juifs qui ont été déportés vers l'Italie. Et D'accord. d'ailleurs, même à l'époque déjà, il y avait déjà des Juifs en Italie on parle là du 1er siècle, hein, ont fait des efforts colossaux pour racheter les esclaves juifs qui venaient de Judée. Déjà au 1er siècle, il y avait une communauté constituée en Italie. Et donc à Venise, évidemment, dans toute l'Italie, il y a partout des communautés juives depuis très très longtemps, vraiment très longtemps.
תודה רבה. Non, il n'y a pas quoi. Et puis les Juifs italiens, on les retrouvera un petit peu plus loin dans la vallée du Rhin. Ils suivent les troupes romaines et se chargent, les chefs romains partaient accompagnés de leur épouse ou de leur maîtresse ou de leur copine, peu importe, et les installaient dans le campement et leur faisaient des cadeaux. Et donc, des Juifs italiens ont quitté l'Italie, faisaient la navette et du commerce et venaient leur apporter des soieries, de l'ambre, des parfums, faisaient la navette et on fait souche. On a des Juifs en Alsace qui sont venus avec les troupes romaines au IIe siècle, Ouais. très, très tôt dans l'histoire. Très tôt. Intéressant. Ah, mais notre histoire est intéressante. Elle est souvent difficile, mais intéressante. Elle sort de l'ordinaire. Ah, ça c'est clair. Ça c'est clair. Mais tout Marche. notre enseignement. On a eu tout à l'heure un bel enseignement du rabbin Ackerman et on a fait des choses très intéressantes sur Caïn, Abel et Seth. Et qui a superposé sur ce qui se passe aujourd'hui. Voilà. Et moi, je suis Extraordinaire. fou furieux contre l'interdiction des exposants israéliens à Satori et en plus ce qui s'est passé au tribunal de Bobigny. Là, ce qui est intéressant dans l'interdiction d'Israël à Satori, c'est que le président de la République française passe outre les lois françaises. Le boycott est interdit en France. Et c'est le gouvernement français qui boycotte Israël. Ça n'est pas légal. Je parle sous la surveillance d'une juriste. Il n'y a plus de limite. C'est juste ou c'est faux? Je pense que c'est juste, mais je veux dire, c'est du délire. Donc, c'est même plus une question de droit ou de pas droit. C'est du délire. C'est parti. Oui, que le président de la République transgresse les lois françaises, c'est quand même un peu fort de café. Bon, c'est un autre débat. Voilà. On perd le nord. תודה רבה, ג'ורג'. תודה. Avec plaisir. À dans 15 jours. Chacun